Docteur Bikima, je vais me tourner vers vous. Jusqu'à preuve de contraire, voilà un pays qu'on déclare être le plus pauvre du monde, mais pourtant, chaque année, elle produit 2300 milliards de francs CFA, eh bien, de revenus qui lui viennent justement d'uranium. Un pays tellement si riche, mais aux yeux du monde et aux yeux des calculs géopolitiques, est le plus pauvre du monde. Oui, merci M. Steve Goss. Et après le brillant exposé de mon ami le président Badakani, quand on dit 2300 milliards de francs CFA, c'est une sous-estimation extrême. Je le dis. Parce que d'ailleurs, va me concerner seulement la partie exploitation de la mine. Elle ne touche rien d'autre au-delà de cela. Vous avez soulevé des statistiques extrêmement importantes pour que les gens commencent à percevoir la profondeur de la situation. Le Niger, c'est 1 270 000 km², 22 millions d'habitants. Vous avez parlé de l'indice de développement humain, pour lequel ils sont les derniers depuis au moins 2 ans. Le taux de scolarité, vous en avez parlé, c'est le plus bas au monde. Le taux de mortalité infantile est le plus élevé dans le monde. Oui. Quand vous voyez une telle situation, pour un pays qui est aussi riche, rien ne peut vous empêcher de vous mettre en colère. Donc, je commence avec ceux qui se disent élites au Niger. Au Niger, oui. Si vous ne pouvez pas vous indigner face à une telle situation, quoi? Je ne m'arrête pas aux Nigériens, aux Africains. Si on ne s'indigne pas, quoi? Et maintenant, plus grave, pour les Africains qui détournent leur face de ce genre de situation, le Niger, l'avenir de l'Afrique de demain, c'est le Niger d'aujourd'hui, ce que vous voyez là. Oui. Pourquoi? Parce que l'évolution de la géopolitique actuelle, avec l'accord de Paris qu'on veut ramener au cœur de toutes les activités, c'est de faire de toute l'Afrique ce que le Niger est aujourd'hui. Puisqu'ils veulent s'éloigner des énergies fossiles, il faudrait bien des énergies de compensation. Et l'une des plus grandes, c'est l'uranium. Or, quand vous voyez Macron, et le président Banakani en a parlé, il veut modifier la Constitution. C'est des mots codés. Quand on dit changement climatique, d'ailleurs, c'est une escroquerie. Il veut inscrire à l'article 1 de la Constitution que la France doit défendre le climat. Il veut le faire passer par référendum. Vous voyez des gens manipulés par les maîtres du monde, comme le général James Clapper, qui a été directeur de la CIA. Il vous dit que le plus grand danger auquel fait face les États-Unis aujourd'hui, c'est le changement climatique. Vous voyez, Joe Biden, premier discours, il dit que la première décision qu'il va prendre, c'est de rentrer dans l'accord de Paris. Il nomme John Kerry comme son envoyé spécial pour négocier l'accord de Paris. Vous voyez Tony Blinken au ministère des Relations extérieures, qui est un interventionniste. C'est le gars qui a inspiré l'intervention, que ce soit en Libye ou en Syrie. Donc vous voyez que l'Afrique est sérieusement en danger. Et comme le président Balaken l'a exprimé, l'uranium en tant que matière première et métal est négocié à la bourse de New York, au NYMEX. Il est vrai que Areva, ou la nouvelle version d'Areva, est capitalisée au CAC 40. Framatome. Oui, Framatome. Qu'est-ce que ça signifie? Une fois que vous êtes capitalisé en bourse, ça veut dire que vous êtes en fait une possession des maîtres du monde dont a parlé Badakani. Pourquoi? Parce que, je l'ai expliqué, je l'ai souvent dit, il n'y a que 2 échanges qui contrôlent plus de 95% des transactions boursières au monde. Le ICE, qu'on appelle Intercontinental Exchange, et le CME, qui est le Chicago Merchandise Exchange. Pour pouvoir investir en bourse, vous passez par ce qu'on appelle des banques d'investissement. Il y a une dizaine qui contrôlent 98% des transactions. Et c'est à elles qu'appartiennent donc toutes ces familles-là. Vous avez les Goldman Sachs, les JP Morgan, qui était le conseiller de Rockefeller, et ensuite, en plus, ce JP Morgan, en fait, qui a donné l'enveloppe à Léon Trotsky pour la révolution en Russie. Et les gens ne le savent pas. Voilà. Quand on voit une telle situation, comme on a dit, diversifier les partenariats ne sert à rien. Ce que l'Afrique doit faire, d'après moi,
c'est d'essayer de prendre son destin en main en contrôlant elle-même ses matières premières. Le Niger ne peut pas le faire dans l'isolement parce que l'adversité est très forte. Il faudrait que les Africains se mettent ensemble dans une espèce d'organisation, ça peut être un trust, auquel ils confient la gestion et la négociation de leurs matières premières. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on doit inscrire en règle d'or. Quand vous regardez le capital d'Arriva, vous ne voyez le Nigérian et le Niger n'a rien dans le capital. Ils préfèrent vendre. Ils ont ouvert le capital à une société japonaise. Ouais. Ils font tout pour vous tenir en dehors. Ça veut dire que quand la société se capitalise même en bourse, le Niger n'en profite pas. Donc, c'est les premières choses qu'il faut changer. Vous voulez exploiter les matières premières chez nous, nous entrons dans la société à une certaine hauteur dans le capital. Au point que quand ça produit, nous aussi on gagne des dividendes. On ne peut pas se contenter que de vendre les brevets d'exploitation et d'exploration. Donc, le dernier truc dont j'ai envie de parler, c'est... Il y a quelqu'un qui a évoqué l'Union africaine, cette ambassade de l'Union européenne en Afrique. C'est-à-dire, elle est totalement hors jeu. C'est-à-dire, il faut même pas... D'ailleurs, elle est même un handicap pour nous. Normalement, elle nous empêche même de fonctionner. On devait fermer... tu veux militer pour sa dissolution? Il faut absolument. Maintenant, je ne conseille pas aux Nigériens de faire ce que l'un des Nigériens a fait en 2013, où les partis fait exploser les mines d'Arriva. Mais je les conseille de trouver un moyen et de négocier avec les autres pays africains. Voilà ce qui nous manque. On ne connaît pas négocier. Parce que quand on regarde, on négocie en attirant les gens avec un intérêt. Si le Niger avait des gens dignes de ce nom, pas les marionnettes qu'on voit là, elles auraient pu négocier avec la plupart des pays africains. Vous nous envoyez un certain nombre de soldats, on récupère nos mines et on se partage des dividendes. Mais la France doit quitter le Niger et la France quittera le Niger. Parce qu'on a un plus grand combat devant nous. Ils croient qu'ils vont gagner avec les manipulations comme le vaccin, mais ils vont finir par perdre. L'avenir va se jouer dans quelques jours. Professeur Bekima, je vais venir avec vous. Finalement, la France est prête à tout. Elle est prête à raser tout le continent africain parce qu'elle est à la recherche des, faut le dire comme ça, hein, des biens matériels. Oui, et si on s'arrête à la France, on ne va pas voir l'étendue de tout le problème. La France est juste une petite entité dans la nébuleuse qui veut contrôler l'humanité. Oui, la France est un broker. C'est-à-dire les vrais détenteurs sont cachés. Il a parlé de 13 familles, mais même au-delà des 13 familles, il y a d'autres entités qu'on ne va pas citer. Et pour pouvoir le faire, ils sont entrés avec ce qu'on appelle le postmodernisme, c'est-à-dire pour essayer de renverser les valeurs et tout déconstruire. Oui. Et comme on avait expliqué une fois, le capitalisme change de forme et évolue. Il y a longtemps, on a fait aux Noirs l'esclavage. Pour le perpétuer, ils sont entrés dans la colonisation. Après, on a dit la néocolonisation. Après, on est venu nous introduire les démocraties. Maintenant, on est avec la mondialisation, globalisation et le changement climatique. Le transhumanisme. Voilà. Et dans tout ça, vous voyez toujours que pour modifier un peu la perception ou le compas moral des êtres humains, on introduit toutes des valeurs qui sont des contre-valeurs. Ça dérègle complètement l'esprit ordinaire et ça facilite la mise en place de ce genre de structure. Maintenant, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus concret en parlant de ce qui arrive, comme le président l'a évoqué. L'élection de Joe Biden, c'est une espèce de triomphe du globalisme, mais qui va finir par échouer. L'idée, comme l'a dit, c'est l'Afrique qui est visée. Et ces gens ont des façons de fonctionner qui ne trompent pas. Vous avez vu que pour apporter la proposition de loi pour le Niger, c'est au fouet. C'est-à-dire qu'il faut un noir qui va porter le dossier au niveau du Parlement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez aux États-Unis? Au niveau de la défense, on a ramassé un noir, Lord Austin. C'est lui qui est ministre de la Défense. Quand vous voyez quelque chose comme ça, sachez toujours quels sont les gens qui sont visés. Joe Biden ne va pas faire un an dans ce pouvoir. Parce que c'est pas à lui d'être président. La personne qu'on veut à la présidence, c'est Kamala Harris. Cette dame noire de peau.
qu'est-ce que Obama? Parce qu'on pense qu'elle va refaire, que les Africains seront assez naïfs pour l'accueillir comme ils ont accueilli Obama au départ avant de se rendre compte que c'était une imposture. Et qu'est-ce qu'Obama a fait à l'Afrique pour que l'Afrique commence à voir les dangers qui arrivent et en puissance, je ne sais pas, il faut dire 1 million ou 1000. Obama a voulu introduire 2 choses en Afrique. Parce qu'il est venu pour 2 choses aux États-Unis. Légaliser l'homosexualité et renforcer les capacités de l'Africom en Afrique. Il a réalisé les 2. Et quand tu dis homosexualité, c'est LGBT. Hein? LGBT, oui. Donc, tous les mélanges un peu incongrus. C'est-à-dire, voilà. Maintenant, quand il est venu avec ses 300 hommes d'affaires à l'avion où il passait de pays en pays, il demandait aux Africains de légaliser l'homosexualité. Qui, d'après leur culture, est quelque chose qui est normal, mais qui n'est pas normal dans notre contexte. Et Trump l'a rappelé, que chaque entité a le droit de vivre d'après sa culture et d'après ses valeurs. Voilà. Et la pire des choses, l'une des choses que l'on ne dit pas suffisamment, Oui. c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle le Planned Parenthood, où on a créé des cliniques d'avortement, et vous allez toujours vous rendre compte que c'est toujours autour des communautés noires. On vous dit aujourd'hui que chaque année, aux États-Unis, les eugénistes, très malin, on vient toujours vous donner un discours. Par exemple, maîtriser la communication. On vous présente une forfaiture, comme si c'était quelque chose qui était là pour vous aider. Un progrès. Oui, un progrès. Chaque année maintenant aux États-Unis, on avorte plus de 2 500 000 enfants noirs. Parce qu'ils ont dit, est-ce qu'il faut tuer seulement les noirs dans la rue? Il faut même les empêcher de naître. Est-ce que vous savez que Obama a permis de construire au moins 100 de ces cliniques en Afrique? Voilà. C'est les choses comme ça qu'il faut regarder. Et donc, maintenant, par rapport à nos matières premières, et c'est ça, j'avais pour la question, Joe Biden vous a dit qu'il veut sortir des énergies fossiles, ce qui est d'ailleurs une impossibilité. Parce que ça représente plus de 85% des énergies utilisées. Il faut préciser pour que les Africains comprennent. Oui. Les cliniques là, en Afrique, on masque ça derrière des trucs comme planning familial. Oui, c'est ça le pilule mot. du lendemain. Là, voilà. Il faut que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. C'est ça qui sert de couverture, derrière tout ça. Voilà. Parce qu'on veut vous on trouve que vous êtes trop nombreux, que les Africains sont trop nombreux. Il faut les réduire de manière à pouvoir les contrôler, sinon même les exterminer. Je fais une petite parenthèse. Entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il y a l'un des pays, je ne sais pas lequel, où on a exterminé tous les aborigènes. En Australie. Dans l'autre, on n'a pas exterminé et lisé les documents britanniques. Pas parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont dit qu'ils sont trop nombreux pour notre matériel. Donc, on va les ramener à un nombre suffisant, mais ça nous coûte plus cher de les exterminer que de les maintenir. Voilà. Donc, quand Joe Biden vous parle de sortir des énergies fossiles, c'est des mots extrêmement codés. Parce que toutes les matières premières de remplacement, que ce soit le lithium, le cobalt, il parle des voitures électriques, par exemple les deux plus grands composants, les terres rares, le coltan, donc le tantan, Columbine, là, c'est dans son domaine, voilà. Ça sera confisqué, comme Balakani vous a dit. Maintenant, on va vous sortir un discours. On est en train de vous préparer dans votre discours de l'incompétence. Que vous êtes incompétent, vous ne pouvez pas gérer un bien aussi précieux maintenant qu'il nous reste pour l'univers. Donc, on va vous écarter, on va le gérer nous-mêmes. Et vous avez vu qu'il y a des tentatives déjà, ça commence comme avec les forêts au niveau du Brésil. La France a donné une injonction au Brésil de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait, il n'arrivait pas à gérer l'incendie de l'Amazonie. On va vous dire, le bassin du Congo, vous ne pouvez plus toucher à quoi que ce soit. Oui. Et après, ça sera vos matières premières qu'on ne pouvez plus gérer. Que comme on veut sortir les énergies fossiles, on ne peut pas gérer n'importe comment toutes ces matières premières-là. Et maintenant, pour finir, j'ai envie quand même de répondre un peu à mon ami Troisa. Troisa a dit que on doit pouvoir fixer notre prix. Je suis d'accord avec lui, que c'est ça l'objectif. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est une assumption qui n'est pas vraie à l'état actuel des choses. On est dans une affaire de rapport de force. Le marché est totalement contrôlé.
il y a une dictature des prix. Nous n'avons même pas encore mis les structures en place pour pouvoir même peser sur le marché. Par exemple, si le Niger a quelques éléments dans Areno, ce que je n'ai pas envie d'entrer dans les détails techniques pour dire le genre d'actions qu'ils ont là-dedans. C'est-à-dire, vous avez des actions que vous ne pouvez même pas vous-même véritablement vendre en bourse. Parce que quand vous avez les moyens de vendre vos actions en bourse, vous êtes capable d'influencer la marge ou la destruction. Et quand moi je dis que les Africains doivent entrer dans le capital, c'est ce genre de capital-là. Et il y a beaucoup de choses qu'il faudra mettre en place. Par exemple, les fonds souverains d'investissement. Vous savez que les Africains doivent entrer dans une espèce d'offensive multidimensionnelle, même offensive financière. Tu ne peux pas voir un pays sérieux qui n'a pas de banques dans les autres pays. Parce que c'est la façon dont elle fait la promotion et elle obtient le capital dans ce pays-là. Les Africains n'ont aucune banque nulle part. Ils n'ont aucun fonds souverain dans aucune bourse. Ça veut dire que tous leurs prix sont à la merci de ceux qui vont décider. Ce n'est pas à la source. Quand tu veux vendre au départ, que tu dis que mon prix est tel. Tu mets en place les moyens de contrôler ton prix à tous les circuits. Sur tous les circuits, toute la chaîne à laquelle vont des produits. C'est pour ça que tu as vu quand les Chinois ont voulu acheter l'or, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une demande artificielle. Oui. Non, ils ont créé une offre artificielle. Oui. Qu'il y avait tellement d'offres d'or que les prix ont baissé. Tous les prix ont baissé. Ils l'ont fait. Ils ont la technique pour ça. Et les Africains ont la technique pour ça. Mais on ne l'utilise pas. C'est ça qu'on parlait d'organisation. Donc, j'ai envie de m'arrêter un peu.